Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marhaba bikoum معنا sur Média 24. Nous sommes le jeudi 5 février 2026 et vous regardez le 12-13, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité sur Média 24, que j'ai le plaisir d'animer aux côtés de Aziz Bousta. Bonjour Aziz. Bonjour Adil. Comment ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va très bien. Chaque semaine, on se retrouve pour cette heure de débat, bonne chose, j'ai rien contre, bonne chose. Allons-y. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas déroger à la règle, on va parler de plusieurs sujets d'actualité qui nous intéressent et on va notamment parler de tourisme, d'industrie, de perspectives macroéconomiques et un peu politique, un peu beaucoup même, avec un invité qui connaît ces quatre terrains de l'intérieur. C'est un acteur central du capitalisme marocain contemporain, chef d'entreprise, investisseur, ancien ministre istirlalien du tourisme dans le gouvernement de Driss Jebtou. Aujourd'hui, il est PDG fondateur du groupe industriel marocain Mutandis. Il est aussi, entre autres, membre du conseil de surveillance de Risma. Adil Douiri est l'invité de Média 24. Adil Douiri, bonjour. Merci de l'invitation, c'est Adil. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Média 24. On va aborder pas mal de sujets d'actualité et on va commencer par l'actualité financière qui vous concerne directement avec une opération qui a retenu l'attention du marché financier, l'augmentation de capital de Risma qui porte sur 450 millions de dirhams, entièrement libéré en numéraire. C'est une opération qui est relativement importante dans un secteur de l'hôtellerie qui bénéficie par ailleurs d'une dynamique touristique plutôt favorable. Alors la première question que j'ai envie de vous poser pour commencer cette discussion, c'est quel est l'objectif tout simplement stratégique de cette augmentation de capital et que nous dit-elle sur les ambitions de la société Risma? Bon, merci de poser la question. Risma pendant quelques années, a connu une croissance relativement modeste parce que dans son capital, les actionnaires Accor, le groupe Accor français et les actionnaires institutionnels marocains avaient une cohabitation un peu divergente, on peut dire. Et j'ai eu la chance de pouvoir racheter la participation d'Accor dans Risma via un véhicule qui s'appelle Mutris, absolument. Et à partir de ce moment-là, on a simplement libéré l'énergie de l'entreprise. Donc l'entreprise a énoncé un plan de croissance, de développement de nouveaux hôtels, d'acquisition de nouveaux hôtels. Et tout ça, évidemment, ne pouvait se faire qu'en finançant la croissance par le marché. Parce que les montants en jeu sont énormes. Un bel hôtel, c'est 1 milliard de dirhams par hôtel aujourd'hui au Maroc, dans l'industrie moderne, contemporaine. Il fallait en même temps servir des dividendes pour que les petits porteurs et que la bourse soit, comment dit-on, soit toujours prête à accueillir Risma et les augmentations. Donc c'est ce que Risma a fait. Elle a instauré un dividende, elle a augmenté son dividende, et puis elle est revenue vers le marché. Et elle a collecté ces 450 millions qui lui permettent de payer un premier hôtel qu'elle a acheté à Marrakech, que vous connaissez sûrement, qui est l'hôtel Radisson d'El Le Gheliz, n'est-ce pas, avec le centre commercial qui est à côté, et aussi de financer un hôtel à Tanger qui est en cours de construction. Mais ce sont que deux premières étapes, et c'est une opération que je pense, moi, être exemplaire, parce qu'elle permet quand même de montrer que quand on s'ouvre à la bourse, quand on parle à tous les petits porteurs, aux institutionnels, compagnies d'assurance, caisses de retraite, gérants de PCVM, et qu'on a un plan cohérent et qu'on dit je veux 1 milliard de dirhams ou je veux 2 milliards de dirhams, le marché répond présent. Et ça a été le cas cette fois-ci. Très belle opération. Risma a collecté 21 milliards de dirhams lorsqu'elle n'en demandait que 450 millions. Oui, il y a eu un engouement pour cette opération financière. 21 milliards de dirhams. Mais elle ne peut pas les prendre, elle doit les rendre. Donc le marché est prêt à donner 21 milliards de dirhams. Absolument, absolument. Vous avez évoqué la question de la réticence. Ça veut dire qu'il y a beaucoup trop d'argent en circulation qui sert à rien, alors que vous êtes particulièrement attractif. Un peu des deux, je pense. Ah, d'accord. Moi, je penche plus pour la première option. 21 milliards, c'est impressionnant. On va Attention, il faut que vous sachiez que quand les gens demandent à souscrire, ils ne sont pas obligés d'avoir le liquide, ils peuvent montrer qu'ils ont un portefeuille équivalent à la demande, et au cas où ils sont alloués, il faut qu'ils vendent l'ancien pour acheter la nouvelle. Ah, ok, d'accord. On n'est pas tenu. Voilà, mais la conclusion de cette discussion, c'est qu'il y a eu un fort engouement pour cette opération financière lancée par Risma. On va revenir dans quelques instants sur une notion que vous avez abordée rapidement. C'est celle de la réticence parfois qu'on peut constater auprès de certains chefs d'entreprise, notamment industriels, à s'introduire en bourse. Mais avant cela, une question sur le secteur du tourisme et de l'hôtellerie dans lequel évolue Risma, Aziz. Alors, c'est Adil Douiri.
Il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Hein, 20 millions, 22 millions, 21 millions, on va faire 25 millions, 26 millions, 120 milliards, ou là un peu plus, ou là un peu moins de... 124 milliards. 124, voilà, à fin novembre. À fin novembre. À fin novembre 2025. 138 à fin décembre. Ah ouais, 138 à fin C'est sur décembre. le site de l'Office d'échange. Moi, je voudrais savoir quel est le regard que vous portez déjà en tant qu'ancien ministre sur ça, et que valent ces chiffres. Bon, on entend 20 millions, bon d'accord, c'est très bien, c'était un record, c'était un à côté. Moi, quand je fais la comparaison avec les pays d'à côté, c'est-à-dire qui est juste à côté, l'Espagne, ils sont à 90 millions, le Portugal est à peu près 20 millions. Là, on est très heureux de ces 20 millions. Est-ce que c'est vraiment du tourisme porteur? Ah, ou là, ce sont des rentrées, des entrées? Est-ce qu'on compte tout le monde? Et surtout, et la question vaut aussi pour vous en tant qu'ancien ministre, quand vous étiez ministre, est-ce qu'on compte notre communauté à l'étranger? Oui, bien sûr, la réponse est oui. Alors, non, je vais essayer de répondre de la façon la plus simple. Quand j'ai eu la chance d'entrer dans le gouvernement de Sijto, donc en 2002, le Maroc recevait 4 millions de touristes. La définition d'un touriste, c'est une définition qui est donnée par l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, qui est une émanation de l'ONU. Et l'OMT dit un touriste, c'est un visiteur non résident qui passe au moins une nuit et reste moins d'1 an dans le pays. Donc toutes les statistiques dans le monde sont alignées sur la définition de l'OMT. On ne demande pas la nationalité de la personne. Il faut qu'elle soit non résidente dans le pays qu'elle visite. D'accord ? Alors, de ce fait, les premiers clients du tourisme de la France, c'est l'Allemagne. Le premier client du tourisme de l'Allemagne, c'est la France, n'est-ce pas? Puisque visiteurs non résidents qui passent au moins une nuit. Donc, en général, vos voisins sont toujours vos premiers clients en masse, en chiffres. D'accord? Donc, nous sommes alignés là-dessus. Nous avons des visiteurs non résidents au nombre de 20 millions, par exemple, ou pratiquement 20 millions cette année. Là-dedans, il y a des gens qui ont un passeport marocain, qui habitent en France, il y a des qui habitent en Allemagne, qui habitent en Angleterre, et il y a des gens qui ont des passeports non marocains, pourvu qu'ils passent au moins une nuit et qu'ils n'habitent pas au Maroc. Donc, il est légitime de les compter, qu'ils aillent dans un Airbnb, qu'ils aillent dans un hôtel, qu'ils louent un appartement entre copains, RME. Il est tout à fait légitime de les compter dans les statistiques mondiales du tourisme. En tout cas, c'est la définition. Si je peux me permettre une sous-question, la question essentielle n'est pas tant de savoir s'il faut ou pas les comptabiliser, parce qu'effectivement, c'est une méthodologie de calcul qui est faite à l'échelle mondiale. Exactement. Mais la question, si je peux me permettre, c'est dans ces personnes-là, il y a surtout des éméreux, des Marocains du monde, qui, on le sait, chaque année, vont venir dans le royaume pour visiter leurs proches. Alors, je vais vous donner les chiffres. Je vais vous donner les chiffres, comme ça répondra à votre question. Ça correspond à peu près à la moitié des arrivées touristiques. Je suis arrivé au gouvernement, il y avait 4 millions de touristes. 2002, 4 millions. Notre gouvernement est parti en 2007, fin 2007, il y avait 8 millions. En 2010, on a fait 9 millions et demi parce qu'on avait un objectif de faire 10 millions en 2010, qui est un objectif mobilisateur, on va dire. On a fait 9 millions et demi, je m'en souviens. Maintenant, on est pratiquement à 20 millions. Donc, on est passé de 4 millions à 20 millions. Oh, mais là, donc, le nombre de éméreux, il a augmenté. Il a explosé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est éméreux. Vous n'avez pas besoin de faire un travail énorme pour les... Mais ils ne venaient pas en 2002. Pour les convaincre de visiter la terre de leurs aïeuls. Pas du tout. Ils peuvent venir une fois et puis jamais venir. Ou venir tous les 5 ans. Ils ne sont pas obligés de venir s'amuser, faire la fête à Marrakech. Pas du tout. Il y a comme une statistique. C'est qu'en 2000, il y avait à peu près 1,5 million jusqu'à 1,6 million de Marocains dans le monde, du monde, en 2000. Aujourd'hui, il y en a 5 ou 6 millions. Quand on était au gouvernement, il y avait 5 millions de MR. Il y avait... Ah ouais, non, le chiffre, il n'a pas évolué. Canada, USA, Europe, mais aujourd'hui, on est à 5 millions et demi. Et ouais, c'était à peu près. Le chiffre, il n'a pas évolué. Quand j'étais au gouvernement, c'était 5 millions. D'accord. 5 millions de Marocains à l'étranger. Oui, y compris le Canada, les États-Unis, les pays européens, etc. On va se recontacter après, on va vérifier ça parce que moi, j'ai vérifié, c'était 1,5 en 2000. Alors, parlons de l'objectif du tourisme, pour compléter votre question. Le tourisme, c'est un secteur qui est un secteur économique. Il est fait pour créer des emplois. Il est fait pour réaliser du chiffre d'affaires en devises, pour pouvoir équilibrer nos importations en face, de choses qu'on ne fabrique pas, n'est-ce pas? Donc c'est d'abord un secteur économique. Donc sa croissance, elle est fondamentale pour le Maroc, il pèse presque 10% du PIB. Il est à 7-8% du PIB en estimatif, et il a un impact de diffusion qui est très large. Il fait travailler les taxis, il fait travailler les petits bazaristes, il fait travailler le type qui vend des oranges pressées sur le trottoir, vraiment de toutes les dimensions. C'est une diffusion macroéconomique qui est énorme dans le tourisme. Donc nous, encore une fois, début des années 2000, donc quand je suis arrivé là-dedans, le chiffre d'affaires était de 20 milliards
de dirhams à l'export. Chiffre d'affaires en devise du tourisme. C'est un chiffre d'affaires. Ça correspond à une prestation. Un hôtel loué, un taxi loué, un billet d'avion, etc. D'accord? 20 milliards. Aujourd'hui, 138 au 31/12. Donc c'est quand même c'est un succès spectaculaire. Spectaculaire. Et l'une des causes fondamentales de ce succès, c'est l'accord d'Open Sky qui a été signé sous notre gouvernement avec l'Union européenne, qui a permis à toutes les compagnies aériennes de voler vers le Maroc en baissant les prix, qui a permis aux MRE qui venaient une fois par an de venir 3 ou 4 fois par an, qui a permis aux Français qui venaient une fois tous les 2 ans de venir 3 fois dans l'année, avec l'effondrement du prix des billets. Donc l'Open Sky, ça a été déterminant. Et on a la chance que nos concurrents et nos voisins... Le décollage, c'est le cas de ça dire. baisse le prix, ça baisse l'accès. On va refermer la parenthèse tourisme, même si c'est très intéressant surtout d'écouter un ancien ministre du Tourisme en parler. Oui. Mais le temps passerait très vite. On a plusieurs sujets à aborder, notamment des questions politiques que Aziz voudra sans doute vous poser. Mais revenons à la bourse. Risma, bon, c'est l'hôtellerie, c'est une société cotée, mais votre cœur de métier, c'est surtout l'industrie. Vous êtes PDG fondateur de Mutandis, introduite en bourse en 2018. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez, Adil Douéri, aujourd'hui que le secteur industriel marocain est suffisamment représenté à la côte casablancaise? La réponse est non, sans aucun doute. Le gouvernement fait un effort. Il y a un partenariat entre le ministère de l'Industrie et la Bourse de Casablanca et le ministère des Finances pour former, ils appellent ça des cohortes, on va dire c'est un anglicisme, pour former des promotions d'entrepreneurs et d'entreprises industrielles aux avantages de s'introduire en bourse. Donc moi-même, j'ai eu la chance de donner un petit cours, un petit speech devant la promotion actuelle. La remise des prix était prévue dans ces jours-ci. Donc il y a un effort du gouvernement pour élargir. Mais si je comprends bien, on compte sur la nouvelle génération d'entrepreneurs industriels, pas sur l'ancienne. Ou sur les enfants de l'ancienne, sur la nouvelle génération au sens âge, ouverture d'esprit, rarement sur les fondateurs historiques. Oui. Et alors comment justement on explique cette réticence de certains patrons industriels de s'introduire en bourse? Un manque la peur d'une transparence peut-être un peu trop forte à leur goût? La peur d'avoir... La peur de se créer des soucis supplémentaires, de devoir communiquer, de devoir expliquer au marché ce qu'on fait, sa stratégie. Ça en dit long sur le mindset des patrons industriels marocains. Mais non, tant qu'il n'y en a pas besoin. À la limite, si l'entrepreneur est capable de grandir tout seul lui-même avec ses banques et son argent qu'il garde le dividende dans la société, qu'il le réinvestit, qu'il arrive à la développer. Tant qu'il n'est pas contraint, il n'est pas contraint. Mais à partir d'un moment, si on veut avoir de l'ambition, aller en bourse, c'est une expression d'ambition. C'est parce que je veux grandir, lever les fonds, investir, acheter, me développer, n'est-ce pas? Ça veut dire que les entrepreneurs marocains manquent d'ambition. Ou pour l'instant, leur taille était compatible avec le réinvestissement des profits et le crédit bancaire, ça suffisait. Il n'y avait pas besoin d'ouvrir son capital à des institutionnels. C'est d'autant plus dommage, c'est Adil, que 21 milliards dirhams, moi, ça restait dans la tête. 21 milliards dirhams. Ça vous a plu. Ça m'a marqué. Ça veut dire qu'il y a de l'argent ou qu'il y a de la disponibilité en fonction de ce que vous avez expliqué tout à l'heure sur des ventes ou un portefeuille, et qu'il y a de l'argent, et que si les entrepreneurs ne veulent pas aller, sachant que pour dire les choses mal bouchées, il y a beaucoup de choses qu'on fabrique pas dans ce pays, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ce pays, et peut-être qu'il y a un effort, je sais pas, au niveau de la CGEM, au niveau du gouvernement, les deux, la bourse, pour inciter les gens à y aller plus. Moi, je suis 1000% convaincu. Le pays changerait de vitesse si au lieu d'avoir 80 sociétés cotées, on avait 400 sociétés cotées. Le pays changerait de vitesse. Parce que tout le monde se comporterait avec une certaine discipline. Quand on est coté en bourse, c'est un peu de discipline. Il y a du prévisionnel, il y a un tableau de bord, on sait où on va, n'est-ce pas? On se réunit à plusieurs pour décider des investissements, on débat. Il y a quand même une rigueur de gouvernance. Même petite, même light, même pas trop lourde, mais il y a quand même un minimum de prévision et de business planning et de se projeter dans l'avenir avec l'ambition. Et ça pose aussi la pertinence des indicateurs boursiers, parce que c'est une question que j'ai entendue à plusieurs reprises. Est-ce que la bourse de Casablanca reflète réellement la réalité de l'économie marocaine? Si effectivement le nombre d'entreprises cotées ne correspond pas forcément ni à la diversité ni au nombre d'entreprises marocaines, ça pose un problème. Il y a une dichotomie entre les indices boursiers et la réalité de l'économie. Ouais, il y a que les grosses qui sont cotées, les très grosses qui sont cotées, c'est pas tout à fait représentatif. Le secteur industriel est insuffisamment représenté, comme on l'a dit tout à l'heure, et même l'hôtellerie. Vous avez une seule société hôtelière cotée, c'est honteux. On est un énorme pays touristique, on doit être dans le top 30
mondial. Des pays, on est un gros pays touristique mondial. Une seule société cotée en bourse, c'est la honte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils refusent de s'agrandir, ou là qu'ils refusent d'être disciplinés, comme vous venez de le dire, ou là ils refusent quoi? Parce que c'est vrai que c'est... Manque d'ambition, pas envie trop de s'embêter. Manque d'ambition, pas envie de contraintes. Je pense. Donc il y a un travail à lever à faire au niveau de l'État, certainement, pour absolument. Il faut inciter, encourager, pousser. Il faut être extrême, parce que ça doit basculer d'un coup. Oui. D'accord? Et ensuite, on peut enlever les incitations, les cadeaux, mais il faut être extrême au début. Avant de parler politique, parce qu'on va consacrer un temps non négligeable aux questions politiques, vous êtes ancien ministre istiqlalien du tourisme, actuellement membre du Conseil national de l'Istiqlal, donc on va en parler dans quelques instants. Mais une dernière question économique avant de passer à cela. Sur les indicateurs macroéconomiques du Maroc en 2026. L'année s'annonce plutôt bonne. On a une bonne pluviométrie, alhamdoulilah. Un peu trop peut-être selon certains. On a une saison agricole qui s'annonce plutôt bien, des indicateurs macroéconomiques au vert. J'aimerais avoir la lecture ou le regard du chef d'entreprise que vous êtes sur justement cette année 2026. Comment elle s'annonce selon vous? Bon, il faut être clair, depuis le 3e trimestre 2024, on a une rupture vers le haut du rythme de croissance de l'économie. N'est-ce pas? Le Maroc, il a un rythme de croissance en roue libre qui est d'environ 3% par an. Et de temps en temps, il entre dans des phases où il accélère d'un coup. On l'a vécu en 2004 jusqu'à 2008, où on faisait 5, 5,5, 5, 5,5, 5, chaque année. Et là, on a cassé... À chaque fois, vous revenez à l'époque où vous étiez ministre. C'est un message subliminal que vous voulez faire passer. Là, absolument pas, absolument pas. Et la deuxième fois, c'est cette fois-ci. Ouais. La deuxième fois, c'est cette fois-ci. 3e trimestre 2024, je ne suis pas ministre. Oui. Au 3e trimestre 2024, l'économie reprend 200 points de base, 2% de croissance supplémentaire. Et comment vous l'expliquez ça? C'est la conjoncture? J'ai l'impression, pour reprendre l'expression consacrée, que c'est un peu à l'insu de notre plein gré. Non, quand même, non. Il y a un effet cumulatif des mesures. D'abord, franchement, bon, vous allez me permettre de prendre position, c'est mon avis personnel, c'est que mon avis à moi. Je pense que le gouvernement actuel travaille bien. D'accord? Il arbitre, il tranche, il est rapide, il est efficace, il délivre. Ça n'a pas forcément été le cas, forcément, de 2011 à 2021. D'accord? Pas forcément été le cas. Donc la gouvernance est fondamentale dans la capacité à arbitrer, trancher, faire aboutir les dossiers et se concentrer sur les priorités. Ce gouvernement l'a fait. Ensuite, il faut un certain nombre de mesures cumulatives. Ça peut prendre, l'élection c'était en septembre 2021, le gouvernement est arrivé fin 2021, c'était la sortie du Covid. Ensuite, il y a eu l'inflation très forte provoquée sur les matières premières par l'invasion de l'Ukraine, qui a beaucoup compliqué la vie au gouvernement. Pendant ce temps-là, il y avait un certain nombre de mesures qui ont été préparées, mises en place. Il y a eu une grosse accélération des recettes fiscales qui se sont mises à exploser et qui ont permis au gouvernement d'accélérer très fort sur la dépense publique en infrastructure, avec comme prétexte la Cannes ou je ne sais quoi, ou la Coupe du Monde, etc. Donc, les mesures de recettes fiscales qui explosent, qui permettent d'accélérer la dépense publique, créer l'effet d'entraînement sur le BTP et sur la création d'emplois, et donc sur la consommation. En même temps, avec un petit peu de retard, certes, mais ça a été fait quand même. Une nouvelle loi sur le logement social, le logement économique a été promulguée. On appelle les aides au logement, le programme d'aide au logement. Qui a relancé, voilà, l'ancien, il s'appelait logement social, 200 000, 250 000 dirhams, celui-là, c'est le même autrement. Donc celui-là, alors qu'on avait une production de logements qui était en berne, à zéro, celui-là a permis de relancer la production de logements, n'est-ce pas? Et ensuite, vous avez un effet cumulatif, et il faut donner 2, 3, 4 trimestres de temps pour que la mécanique se mette en place. Et c'était pas dans des conditions où la pluie était là. La rupture, quand vous regardez les statistiques trimestrielles du HCP, branche par branche, la rupture de croissance, elle apparaît au 3e trimestre. Je te dis, à l'effet cumulatif de toutes les mesures, au travail du gouvernement, c'est tout. Et au fait que le pétrole se tient gentiment à $60 le baril, $65. Quand le pétrole monte à 80, 90, 100, on commence à souffrir fortement par les déficits extérieurs qui viennent en signe négatif du PIB et qui viennent ralentir la croissance. Là, aujourd'hui, on a un pétrole sage, on a même un dollar qui s'est effondré, donc on a un pétrole en dirhams. Baisse du pétrole, baisse du dollar, ça nous fait une facture énergétique qui est bien tenue, n'est-ce pas? Donc on a globalement un certain nombre de cases que l'on connaît. À l'insu de notre plein gré, c'est-à-dire il y a des choses qui dépendent pas de nous, de notre décision en interne. Et la gouvernance aussi. Et la gouvernance qui dépend de nous, il y a des bons gouvernements et il y a des gouvernements moins efficaces en matière d'efficacité.
de gestion. Mais de vous savez très très bien que, pour rebondir sur ce que vient de dire Aziz, que la structure de l'économie marocaine, malheureusement, elle reste entièrement dépendante des aléas du climat. Vous avez beau agir sur les autres leviers, c'est un problème justement en soi, sur la structure de notre économie. Ouais. Une bonne année économique au Maroc, c'est une bonne année agricole. Sauf de troisième trimestre 2024 jusqu'au quatrième trimestre Oui. de 2025. Vous avez Faut- le contre-exemple. Vous avez des trimestres à 4,5 de croissance, alors que l'agriculture est dans une mauvaise situation, était dans une mauvaise situation. Maintenant, en 2026, on a la chance d'avoir les deux. D'avoir les deux, ouais. D'accord, on a une super belle dynamique dans l'infrastructure, dans le logement et dans le tourisme, et on a la pluie en plus qui va faire rebondir le PIB agricole. Donc 2026 va être très belle. Donc la conclusion, c'est que les aléas du climat, ce n'est pas une fatalité. C'est un rajout. C'est un ou rajout. Très bien. Si ça continue comme Voilà, ça, on c'est aura ça, 7. c'est ça. Très bien. On aura 7. On ouvre le chapitre politique à présent avec un istirlalien à ma gauche, membre du Conseil national de l'Istiqlal, et un ancien istirlalien à ma droite. Ouais, Et aujourd'hui, à la bonne heure. aujourd'hui À la bonne heure que tu complètement neutre. reconnaisses ça. C'est Aziz pas un mal Bistar. d'être istirlalien, hein. C'est pas du tout, Ouais, non, mais c'est pas c'est- du tout un mal. Pas du tout, c'est juste une précision importante Alors, à apporter. Moi, ce que je voudrais vous poser comme question, Adil Douili, c'est ça, justement. On a des conseils nationaux qui sont passés, le vôtre, de l'Istiqlal, celui du RNI, celui du PAM. Celui du RNI a conclu donc à ce coup de théâtre qui est celui du départ de Aziz Akhnouch d'une manière totalement imprévue. Le Conseil national du PAM s'est achevé sur une ambition déclarée et affichée d'aller à la primature et de conquérir la primature. L'Istiqlal ne le dit pas, mais n'en pense pas moins. Vous pensez que ça pourrait continuer comme ça dans cette belle année où on attend 7 ou 8% de croissance? Et vous pensez que ça va continuer comme ça ou là que ça va partir, ça va s'émietter, ça va se disperser dans quelques semaines? Ouais, c'est toujours Mais ça devrait, gars. Ouais, ça à la limite. devrait, ouais. C'est toujours compliqué pour des partis qui sont dans une coalition gouvernementale de partir chacun séparément dans une campagne électorale où il faut se démarquer. C'est un exercice complexe et délicat parce qu'en même temps, le gouvernement doit continuer à travailler jusqu'au dernier jour pour le bien de nos compatriotes, pour le bien de notre pays. Le gouvernement doit fonctionner en juin, en juillet, en août jusqu'au mois de septembre. Et en même temps, chaque parti doit faire des promesses et des engagements électoraux qui lui sont propres, qui doivent le différencier des autres, et doit en même temps assumer le résultat du gouvernement sortant, puisqu'il est membre de la coalition. Donc c'est un exercice délicat, mais c'est la démocratie qui veut ça. Oui, Donc- le problème, Adil Douili, le problème, c'est que nous avons deux strates de partis depuis 2021, les grands, les moyens, Oui. les tout petits, on n'en parle pas. Donc vous avez les grands, les trois grands, RNI, PAM, Istiqlal, dans l'ordre. Les autres, ils sont assez loin derrière. On ne sait pas ce qu'ils vont faire des élections. Ce qui veut dire que quand on va arriver en août, il y aura une campagne électorale. Oui. Ça risque de poser un peu problème de clarté, de clarification pour l'électorat. L'électorat, il a ou là les petits partis ou les grands partis qui sont quelque part engagés ou complices de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un certain nombre de choses. Vous en parlez avec beaucoup de bien le gouvernement et c'est bien. Ça change un peu d'entendre parler de bien de ce gouvernement. Mais bon, il y a eu une inflation qui était là. Est-ce qu'elle est maîtrisée ou pas? Je n'en ai pas vraiment l'impression parce que les prix des produits de première nécessité restent élevés. On a un problème de moralisation ou de moralité, l'histoire des prix des viandes, etc. On a le chômage, on a les jeunes qui étaient dans la rue, etc. Tout ça, les trois parties vont être comptables. Est-ce qu'on risque pas finalement, et c'est ça la question, de diluer toute l'opération électorale et d'aller totalement vers l'inconnu? C'est beau la démocratie, mais parfois ça pose problème. Adil Douili. Comment vous voyez les choses? C'est une question très difficile. Oui, je vous demande pas la solution, j'ai juste votre Moi, impression. je pense que il y a à la fois la chose nationale et la chose locale. C'est-à-dire que dans une élection parlementaire du Parlement, on a quand même un facteur local qui est très fort. C'est-à-dire que les candidats, les députés ont une action dans leur circonscription qui dure pendant 4-5 ans. Ils sont souvent récompensés par les électeurs quand ils ont été présents, quand ils ont porté leur voix au Parlement, quand ils sont revenus raconter ce qui se passe au Parlement, quand ils ont fait vivre leurs électeurs la législature de 5 ans. Donc il y a quand même un facteur local important qui fait gagner ou perdre des élections, c'est circonscription par circonscription. Après, au niveau national, il y a beaucoup l'image et le perçu plutôt que le quantitatif. Donc ça, c'est les médias, les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes beau à la télévision? Est-ce que vous êtes souriant? Est-ce que vous avez l'air triste et angoissé à la télévision? C'est vrai, tout simplement. Ça, C'est vrai, non, mais c'est vrai, il y a c'est des gens, très important, mais c'est vrai, il y a des ça. gens politiques qui ont beau être compétents, maîtriser leur dossier, mais non, ça passe pas. On va pas citer de nom par On va charité pas citer de musulmane. nom, mais je vais revenir sur un élément très important que tu as souligné. C'est vrai que c'est
ça fait, je sais pas si ça fait plaisir ou ça fait bizarre d'entendre quelqu'un, notamment Adil Doueiri, défendre le bilan du gouvernement parce que auprès de l'opinion publique majoritairement, le bilan il est pas bon, il est même très 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 mauvais quand vous discutez avec les gens Mais il est dans la rue. israélien, donc faisant partie de la majorité. Non mais au-delà du fait d'être un Israélien, moi ce que je retiens c'est que c'est le regard peut-être d'un homme d'affaires, d'un chef d'entreprise qui voit effectivement les choses différemment du Marocain moyen ou du citoyen lambda. Et c'est très intéressant cette différence de perception. Ce qu'on a fait sur l'AMO, le programme de Sa Majesté de généralisation, c'est spectaculaire. Ah mais ça c'est, il y a un consensus sur la pertinence de ce projet. Le diable est dans le détail. Ce qui est difficile, c'est pas d'avoir une idée. Ce qui est difficile, c'est de la mettre en œuvre. Jusqu'au bout dans le détail, de vaincre chaque difficulté. Ce gouvernement a été jusqu'au bout de la généralisation de couverture sociale. C'est exceptionnel. Là, en fait, Hachi, on est d'accord là-dessus à Adil Doueiri. Je dis les choses positives. On pense aussi au positif. Le problème de ce gouvernement, tiens, ça vient aussi comme question, si tu permets à Adil. Oui, je permets. Merci. C'est, le boulot a été fait. Délivré. Vous avez parlé vous avez utilisé le terme délivrer. Il délivre. C'est vrai. Le problème, c'est dans la communication. J'ai dit qu'il faut savoir faire et le faire savoir. Et donc, Hachi Diel Lamo, le diable est dans le détail. Très bien, c'est ce que vous dites, on est tout à fait d'accord. Ceux qui sont pas inscrits maintenant, ou ceux qui ont les droits fermés, ou ceux qui sont là, personne ne leur a expliqué ce qui se passe, et que donc c'est ça finalement le problème, c'est le problème de communication. Et c'est ce qui risque d'avoir ruiné les efforts de ce gouvernement. Bah ça, en même temps, je vais répondre à votre place. Il n'est pas responsable de manque de communication. Je suis d'accord avec le CAS. Je pense que la com aurait pu être meilleure. Il n'y a pas de doute. Il y a pas de doute. C'est ça le problème. Mais il y a des gens qui délivrent très bien, qui communiquent pas beaucoup. Il y a des gens qui communiquent beaucoup, qui font rien. C'est vrai, il y en a beaucoup. C'est là, ils sont nombreux. Il faut affiner les choses. Une dernière question pour conclure, pour mélanger la politique et l'économie. Du point de vue du chef d'entreprise que vous êtes, de l'industriel que vous êtes, quel serait le résultat électoral idéal d'un point de vue purement économique, pour que l'économie pour que les indicateurs économiques soient au rendez-vous et correspondent aux ambitions et aux attentes des hommes d'affaires et des chefs d'entreprise marocains? Moi, je considère qu'on a eu, au plan économique, pour être dans votre question est étroite. Oui. Au plan économique, la formule actuelle donne ses fruits. Quand le gouvernement tranche, débloque, avance, l'investissement se développe, l'investissement étranger se développe, les stratégies sectorielles se déroulent de façon correcte et ça déroule. D'accord? Et on a des vitesses de croissance qui sont maintenant au-dessus de 5%. En volume, il faut ajouter 1 point d'inflation, 1,5 points. Donc, en dirham, la vitesse de croissance de l'économie, c'est 6 ou 7%, 5 en volume et 2 par le prix, n'est-ce pas? Donc, je peux pas te demander beaucoup mieux. Pour moi, la formule actuelle au plan économique. Donc, pronostic électoral, on reprend les mêmes et on repart pour 5 ans. Par exemple, Istiqlal 1, ça me va très bien. Oui, bah oui. On imagine que vous avez Istiqlal, forcément. Merci beaucoup aussi, Adil Doueiri. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Adil, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On a parlé économie, finances, politique. Et sans langue de bois, en disant. Sans langue de bois, effectivement. En tout cas, change un peu de politique, c'était un plaisir de vous recevoir et d'échanger avec vous. Et je vous dis à bientôt sur Média 24. Nous, on reste ensemble jusqu'à que la fin de cette émission arrive. On va parler notamment, on va parler d'un sujet très important, Aziz, c'est la sécurité des barrages. Et on va en parler en détail juste après cette pause. À tout de suite. La suite du 12-13 sur Média 24 et zoom à présent sur un thème d'actualité. Le thème est tellement sensible qu'il vient d'être inscrit dans l'agenda du Conseil de gouvernement de ce jeudi 5 février. On parle évidemment de la sécurité des barrages et c'est le sujet à la une.
Après plusieurs semaines donc de pluies exceptionnelles, le Maroc vit une situation hydrique inédite, des barrages qui se remplissent à un rythme très rapide. Certains dépassent même leur capacité normale. C'est évidemment une excellente nouvelle pour un pays qui sort de 7 années de sécheresse. Mais cette abondance pose aussi une question centrale, celle de la sécurité des barrages et des zones situées en aval. Comment gère-t-on des infrastructures hydrauliques aussi sensibles et sous pression? Pourquoi procède-t-on à des lâchers d'eau alors que la ressource est précieuse? Et quel lien réel existe-t-il entre le niveau des barrages actuellement et les inondations observées dans certaines localités, comme c'est le cas à Qasr el-Kbir? Des questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec mes deux invités. Moulay Idriss El-Hesnaoui, à ma gauche, chargé de mission à la direction générale de l'hydraulique au sein du ministère de l'équipement et de l'eau. El-Hesnaoui, bonjour, ومرحبا بك معنا sur Média 24. Bonjour, شكرا على الدعوة لوزارة التجهيز والماء. مرحبا بك. Et si Fouad Amraoui à ma droite, professeur chercheur en hydrologie à l'université Hassan II de Casablanca. Si Fouad Amraoui, bonjour ومرحبا بك. Bonjour, c'est Adil, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets. Alors pour planter le décor et avant d'ouvrir le débat avec vous, messieurs, on regarde d'abord ces chiffres et ces images préparées par Jihan Zien. Le Maroc a connu une vague de précipitations majeures au cours de ces dernières semaines. Les barrages ont enregistré le plus haut taux de remplissage depuis 2018. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Équipement et de l'Eau, au 2 février 2026, les réserves de barrages ont dépassé 10 milliards de mètres cubes, une hausse spectaculaire de 275 millions de mètres cubes en 3 jours. Le taux de remplissage national s'établit à 61,2% au 2 février contre 59,6% au 30 janvier. Une augmentation de plus de 275 millions de mètres cubes en seulement 3 jours. Voilà donc pour les chiffres, la data et les données. Et dans ce sujet, je me tourne vers vous, c'est El-Hesnaoui. Il y a un chiffre en particulier qui a attiré mon attention et qui a fait tant parler. C'est le fameux taux de remplissage le barrage d'El Oued El Makhazine, 159%. Question très simple. Comment est-ce possible, logiquement, qu'un barrage dépasse sa capacité normale de 100% pour atteindre 159%? La situation, elle est sous contrôle. شكرا على هذا السؤال هذا. في الحقيقة on ne devrait pas parler de tout excès parce que c'est un excès provisoire qui devrait sortir par l'évacuateur de crue. Donc bien sûr le taux de remplissage il est de 100%. Mais ce qu'il faut dire que les apports d'eau الواردات بطبيعة الحال تعدات الحجم ديال السد وبطبيعة الحال فقط الواردات تعدت الحجم ديال السد لكن اللي يمكننا نشدوه في السد هي 100%. يعني فاش كنقولوا un taux de remplissage ديال 140 ou 150%, donc les 40 ou 50%, elles sont là mais momentanément le temps d'être évacuées. Provisoirement le temps d'évacuer وما كنتحكموش فيهم, ils vont être évacués sans aucun problème. Est-ce que la situation اليوم parce que le Sed Oued El Makhazine c'est lui qui cristallise l'attention médiatique ديال الناس, واش تقدر ترassurer اليوم الناس la situation au niveau de ce barrage elle est sous contrôle? Très bien, oui, la situation est sous contrôle d'une part dès la conception du barrage. من التصميم ديال المنشأة في الحقيقة كناخذوا بعين الاعتبار في يعني تصميم المنشأة التفريغ اللي هو ليفاكياتور دو كرو, كناخذوا يعني حملات المشروع أو حمولات المشروع اللي عندها فترات تردد مرة كل 10,000 عام. يعني ما غنوصلوش ليها وخا يكونوا لي بريسيبيتاسيون يعني قد ما بغاو يكونوا تقريبا ما كنوصلوش ليها. اذا مفرغ الحمولات مصمم باش يدوز الحمله ل 10,000 عام. داكور. ما كايناش وهذا ماشي واقع حاليا, هذه اشياء عاديه تقريبا. ويعني كاين سلامه ديال السدود يعني من هذا الاجراء في التصميم اللي كناخذوا بعين الاعتبار في التصميم. D'accord. Je me tourne vers Fouad Amraoui. Le point central c'est où le focus est fait sur le barrage d'El Oued El Makhazine, mais j'aimerais avoir votre lecture à l'échelle nationale aujourd'hui, après les pluies, alhamdoulilah. Ça fait 7 ans qu'on attend ces pluies, mais c'est aussi un défi logistique très important à gérer. Quelle est votre lecture de la situation actuelle, notamment en matière de sécurité des infrastructures hydrauliques? Oui, donc après les 6 années de sécheresse, c'est vrai qu'on est dans une situation confortable de point de vue réserve en eau, pratiquement partout dans tous nos bassins hydrauliques.
Nous avons des barrages qui étaient, le barrage de Massira, 1% l'année dernière. Oui. Aujourd'hui, il est quand même, 15%. il est à 15%, mais il y a quand même 450 millions de mètres cubes. C'est le deuxième barrage du pays. Oui. Il y a 2,7 milliards de mètres cubes de capacité. Bilouidan aussi, il y a chez 45%, fait plus de 500 millions de mètres cubes. Donc vraiment, c'est une situation exceptionnelle par rapport à l'année dernière. On est sûr de ne pas avoir de soucis d'eau potable pendant peut-être 2 ou 3 ans. Ou la livraison des eaux aussi pour l'irrigation. Oui. On a les bassins du Nord, les bassins d'Yesbo, les bassins de Locos, les bassins d'Ouadlo, c'est là où on a des perturbations météo exceptionnelles. C'est pas le cas seulement chez nous, c'est aussi en Espagne, au Portugal. Et bien sûr, aujourd'hui, nous avons des barrages qui débordent. Et là, ça devient un peu problématique. Même en ouvrant les vannes, l'eau a du mal à être évacuée. Parce que le barrage Ouad Makhazin, c'est un barrage qui a été mis en service en 1979. C'est un barrage qui avait une capacité de 780 millions de mètres cubes. Il fait d'abord une centaine de millions de mètres cubes d'envasement. Il y a 670 millions de mètres cubes de capacité. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il est plein et puis Mazak a des perturbations. Il est en sur-remplissage. Et puis voilà. Donc il faut gérer, après avoir géré le déficit, là on gère l'abondance, on gère les risques. Et justement, comment on gère cette abondance? Parmi les mécanismes, les DERO ces derniers jours, c'est ce qu'on appelle les lâchers d'eau au niveau des barrages. D'abord une question simple, chiffrée. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 5 février 2026. Combien d'opérations les lâchers d'eau et les lâchers de barrage d'euro au niveau national et شنو هي la quantité en mètres cubes ديال الماء اللي تفرغات في الطبيعة ولا في البحر؟ Très bien. Donc, إلى حدود الساعة بطبيعة الحال عندنا تقريبا 3 مليار و800 مليون متر مكعب اللي مشات للبحر. اولا من الافراغات ديال السدود، لان بطبيعه الحال الافراغات ديال السدود ما كنتحكموش فيهم، غيمشيو للبحر بطبيعه الحال، وكذلك من الاحواض اللي غير منظمه بطبيعه الحال اللي ما فيهاش سدود. اذا ملي كنجمعوا كل شيء كنلقاو بطبيعه الحال تقريبا 4 المليار، منها 1.8 مليار مشات غير من الافراغات ديال السدود. داكور. وشنو هما السدود وشنو هما السدود كونسيرني بار لي زوبيراسيون ديال لي زوبيرا؟ هما السدود ديال لوكوس، منهم يعني المخازن بطبيعه الحال. لا الوحده فيه الافراغات، ولكن هذا ما وصلش المستوى العادي ديالو. هذه إفراغات يعني مسبقة بطبيعة الحال، حفاظا على السلامة ديال السد، وحفاظا على يعني سلامة المواطنين في يعني تحت من الوحدة في سمو. Alors justement الناس كيسول واحد السؤال بديهي وزعما نجاوبوا عليه. علاش في واحد السد par exemple اللي باقي ما وصلش ل 100% alors que la ressource hydrique elle est très précieuse، سنين وحنا كنطلبوا الشتاء، الناس كيتسائلوا علاش كنضيعوا هذا الماء، علاش كنلوحوا هذا الماء؟ هذا اجراء يعني استباقي للسلامه المواطنين، لان ملي كنخليو المواطنين ولا الانفراستركتور ديال البراج؟ لا، كاين لي دو المواطنين والانفراستركتور ديال البراج. الوغ المواطنين، نبدا بالمواطنين، السلامه ديالهم الا خلينا السد يعمر حتى المستوى العادي ديالو، تما كيبدا التفريغ من يعني من المفرغ ديال الحمولات ما كنتحكموش فيه نهائيا. هذا ملي كيوصل لذاك المستوى ما كنتحكموش في الماء اللي غادي يخرج، هذاك كيخرج. ويلا هادشي اللي وقع في واد المخازن، لا اللي وقع في واد المخازن. دونك دابا ذاك الصبيب اللي كيخرج كيتعدى الطاقه ديال يعني ديال الجريان في الواد، سكيفي كيخرج على الواد ديالو وكي يعني يغمر مناطق واسعه على حساب يعني الانحدار ديال الاراضي في هذوك المناطق. اذا ما كنبغيوش نخليوه يعمر 100%، ولكن في نفس الوقت شنو هو المشكل اللي عندنا؟ ان المشكل ديال الجفاف بطبيعه الحال كنحاولوا نخليوه يعمر ما امكن
بطبيعة الحال وإلا وصل حتى يديفيرسي ما يكونوش دي ديفيرسي اللي يعني فراغات اللي هما يعني يشكلوا لنا مشكل في السفينة. هذه الأولى. كذلك حفاظا على السلامة ديال السد، لأن ملي كيوصل باش يوصل إفراغ يعني عبر المنشأة ديال التفريغ، فلا قدر الله إلا جات شي حملة اللي تصمم عليها البراج اللي ما يمكنش تكون مستبعدة، ولكن في الحقيقة خدينا الاحتياط في التصميم لأن باش ما نوصلوش ليها، ولكن إلا جات حملة كبيرة بزاف تقدر توصل يعني حتى تشكل لنا خطر على السد. إذن والسد إلا غمرو الماء يعني كارثة كبيرة كتكون في السفينة ديالو أكثر من التسونامي اللي كان. لا شفنا بعض لي زيكزامبل par le passé. Le plus connu je pense كان في لا Chine في les années 50-60 واحد l'infrastructure énorme اللي تفرقعت au bout de 20 ans. Mais je reviens de la question ديال les lâchers d'eau au niveau des barrages. Ça m'intéresse aussi d'avoir l'avis ديال سي فؤاد العمراوي. الناس ما كيفهموش parfois علاش كنضيعوا الماء. littéralement l'expression qui revient هي هذه، علاش كنضيعوا الماء alors qu'on peut l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Oui, mais on est dans l'excès, c'est-à-dire que le barrage déjà est plein. Donc, avec le main, il faut bien l'évacuer quelque part. Et puis, qu'il y a la sécurité du barrage. Il faut faire attention pour que, تنظن في 2010 كنظن كان عندنا un problème في البراج ديال في العيون في الساقية الحمراء. كان جات شي حملة elle a endommagé le barrage ديال الساقية الحمراء. D'ailleurs, il est en reconstruction d'abord, surélevé, etc. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup d'eau sur un barrage, ça pose problème aussi. Et c'est quoi le niveau optimal pour un barrage, pour limiter les risques par rapport à la sécurité du barrage et pour avoir des réserves conséquentes? واش 60% 70 80 les chiffres ما نقدرش نقولهم لك، ولكن on sait très bien que في un barrage il faut toujours avoir de la prévision, voir s'il y a des perturbations qui arrivent, et dès qu'on voit qu'il y a des venues importantes, il faut ouvrir les vannes pour laisser de la place لهذاك les nouveaux apports. وهادشي اللي كيديروا au niveau de l'hydraulique في الوزارة. alors انا نقول لك عند السي العمراوي قال فاش سولتو على علاش كنضيعوا الماء قال لك فين واش نديروا داك الماء خصو يمشي لشي بلاصه، فين غادي نديروه؟ انا عندي واحد الاقتراح. كون كانت لوطوغوت دو لو اوبيراسيونيل اليوم من شمال المغرب حتى للجنوب، هذا الفائض اللي عندنا في الشمال غادي نديوه للسد ديال المسيره اللي لو تو دو رومبليساج ديالو اليوم 15%. واحد السد راه كنعرفوا مزيان حيت لا فيل ناتال ديالي هي اكادير. دونك لا كيسيون سي لوطوغوت دو لو واش اليوم محتاجين ليها اكثر من أي وقت مضى؟ أولا لوطوروت دو لو كما تسمات بطبيعة الحال هي يعني تحويل واحد الصبيب في الحقيقة صغير جدا، وهذا الصبيب التحويل ديالو مهم يعني باش ما يكونش عندنا الخصاص في تزويد يعني الساكنة بالماء الصالح للشرب وبعض المرات حتى في السقي. ولكن هذا هو يعني المهمة ديالو كتقتصر على محاربة الجفاف أو لا يعني الإجهاد المائي في وقت الجفاف الحاد كما عندنا في السنوات الفايتة. أما بالنسبة لمحاربة الفيضانات ما كيلعبش الدور. وما يقدرش يلعب هذا الدور؟ لا ما يقدرش يلعب الدور. حيت لو ديبي ديالو ضعيف. مثلا هذا لو ترانسفير ديال سبو بوركراك عندنا قنوات ديال الترانسفير ديال 25 متر كوب سكوند في الكانال دو روكاد، وبعض اللي كانوا في الغرب كذلك فيهم 25 ديال سبو البوركراك سي 15 متر كوب سكوند لا بروميير ترانش، وغادي يمشي حتى ل 45 يعني 3 فوا 15 يعني 45 متر كوب. في 45 متر كوب يعني سكوند هي غتدي واحد الحجم ديال الماء اللي غادي يسد لك الخصاص الى عندك في شي بلاصه بطبيعه الحال، ولكن باش يحارب لك الفيضانات ما عنده حتى شي دور. لا ماشي باش يحارب لك الفيضانات، مي على الاقل هذاك لي 3.8 مليار دو متر كوب اللي ضاعت لينا في الطبيعه ولا كذا نقدروا ناخذوها ونديوها لواحد المناطق اللي ما فيهاش فائض ديال لا ريسورس هيدريك. هذا الا عندي منشآت اللي غادي تستقبل هذاك الماء. مثلا بالنسبه لبوركراك هو براسو عامر، ما يمكنش ندي ليه كاع داك الماء نهائيا دابا
في هذا الوقت هذا خصو يحبس. وبالنسبه للبراج ديال المسيره اللي كاين في جيت باقي سوس المنشاه ديال التحويل ما باقي ما كايناش، وصلتش. ما وصلتش. لا باش نوصل فوالا، لهاد برافو. النقطه هذه دابا لو ترانسفير اللي كيبدا من سبول لبوغاد راه سي تقريبا 1 مليون د متر كوب بار جور. وي داكور الوغ كو لا C'est pas كرو beaucoup. لا كرو كتجيب لك بعد النوبات 100 مليون كتدخل لك باراج الوحده كتدخل لها 100 مليون د متر كوب هاد لي ديرني جور ويمكن كاع فايته. دونك كيف قال لك تكنيكمون سي با لا ربما كان تيخص اوغمونتي هذاك لو ديبي ولكن الباراج سيدي محمد عبد الله اللي ديجا بلان حتى هو واصل تقريبا 100%. فهمتي؟ لا هو انا كنت كان لا كيسيون جو وثانيا راه كاين ان ترانسفير من الباراج ديال العريش فيغ طونجي دابا راه كاينه واحد 100 مليون متر كوب اللي كتمشي انويلمون. داكور فهمتي؟ دونك هاد لي ترانسفير راه كاينين داكور اوكي غير هما ماشي هما اللي غيحاربوا لنا سميتو الفيضانات. اوكي الوغ جوستومون نهضروا على الفيضانات. لا فيل لا بلوز امباكتي هاد اليامات هي المدينه ديال القصر الكبير. بغيتكم تشرحوا لي سامبلومون علاش القصر الكبير اي با اون اوتر فيل، علاش بالضبط القصر الكبير a été impacté par les pluies. Est-ce que c'est à cause du barrage qui est à côté? Est-ce que c'est à cause de la forte pluviométrie? Les deux, la zone géographique اللي فيها المدينه. لا هي كانت تساقطات استثنائيه اللي يعني خلات يعني سد واد المخازن يعمر باش يوصل لمرحله التفريغ، ولكن معروف واد اللوكوس يعني بالمحدوديه ديال الصبيب ديالو ما يمكنش يتعدى واحد الصبيب. دابا الاشكال باش وقع اولا كانت الشتا بزاف يعني الى ساتوري لو سول في لافال جهه القصر الى غير ذلك، وفين ما كاع تقريبا الماء الارض شابعه ماء دونك النقطه اللي طاحت كتسيل بطبيعه الحال. وثانيا بالنسبه للصبيب اللي ما كنتحكموش فيه اللي خارج من البراج ملي كيوصل للمفرغ ديال الحمولات ما كنتحكموش فيه ما يمكنش، اذا غادي يغمر كاع المناطق المنخفضه اللي هي اون بارتي يعني القصر الكبير بطبيعه الحال لان دونك كاين ان ليان ديريكت بين ديك الحموله ديال السد اللي لاشيدو اللي كيكونوا خرجوا من البراج ولا سيتواسيون في القصر الكبير ما تقدرش تحكم فيها حيت لا كاباسيتي ديال الواد فات الطاقه ديالو. يعني لو ديبي اللي كيجي من المفرغ ديال الحمولات ديال السد كبر من الطاقه ديال الواد، دونك يعني كيمشي كيسرح الماء في المناطق كاع المنحدره بطبيعه الحال. زيد لها واحد المشكل اخر هو البحر مع تما الانحدار يعني ضعيف بزاف ديال الواد، وكاين الواد يعني متلوي يعني ميوندرال. البحر كيطلع الموج كذلك كيبلوكي عاوتاني التدفق ديالو في البحر، كيف فيه كيبقى الماء مبلوكي وكلا سيتوياسيون هذا هو المشكل. سي فؤاد عمراوي سور سكي سباس في القصر الكبير. Alors القصر الكبير بعدا il faut savoir que elle est placée تقريبا à 9 km du barrage. Oui. C'est une plaine en aval du barrage. En aval. وهي جات en bordure بالواد. ثانيا سميتو سيت اون بلان فيرتيل، وقبل كان حتى واحد لو بغا ديال الواد كيدخل للمدينه مي داكشي كله الى ايتي اوربانيزي. داكور. ثانيا لا بونت ديال الواد ضعيفه والواد ني با انكيسي ني با تري انكيسي ماشي غارق بزاف سكي في كو واخا هي دغيا كيفيض. وحتى لي سول تما اون سيرفاس سون ارجيلو ما تيخليوش الماء تشربوا الارض مزيان. فهمتي؟ دونك عندك دي تيران غورجي دو اي شتا طاحت ما عندها فين تمشي، ما كاينش اون بونت. لا بونت الي تري فابل فيغ الواد دونك ولا بدا ديك يا انيكسي راه كانوا دي جو فاش طاحت 150 ملم في 24 ساعه عرفتي اون فوليوم راه سي انورم سي الواحد يتصور هادشي غالب الله. ولكن في نفس الوقت راه يفو سافوار كو قبل ما يكون لو باراج راه سي اون زون ماريكاجوز هذيك لا ريجيون كلها العوامره القصار دو كوتي د العريش سي دي زون ماريكاجوز اللي كان ديما الماء تيستاغني. انا راه كنت هاد الايام مشيت لطنجه تنشوف غير راه يا دو لو بارتو يا دو لو بارتو. جي فيو هاد لي سيت فاش خديت التي جي في ديرنييرمون سي فري كيفيكتيمون كيبان في الطريق ديال من طنجه كيبان لك سي اكسيبسيونيل. غالب الله لا سيتوياسيون اللي سكيلي اي ليكسبليكاسيون ديال لا سيتوياسيون اكطويل راه اون لا يو. Maintenant, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a des mesures préventives à prendre dans les zones qui sont, par la nature des sols et de la géographie, exposées au risque d'inondation, ou là, on peut rien faire?
Là, écoutez, avant qu'il y ait le barrage, ou c'est le cas de l'Gharb, قبل ما يكون الباراج لوحده, الغرب chaque année était inondé, chaque année, annuellement. Il faut revenir les photos, il faut revenir pour voir la situation les quintes. Le barrage, il a plusieurs rôles. Un barrage, la première des choses, c'est bien sûr stocker l'eau. Quand il y a des crues, stocker l'eau pour pouvoir la réutiliser pour l'eau potable, pour l'agriculture, etc. Mais le deuxième rôle, il y a la protection contre les inondations. Oui. كل ما كانش هذا الباراج شدنا هذيك 700 مليون هذا la situation aurait été pire. Le barrage également, il nous permet de produire de l'énergie hydroélectrique. Il nous permet également de réguler l'écoulement في الcours d'eau. يعني فعاود ما تجي لك الحمله وتمشي, je stocke l'eau et j'ouvre la vanne et je laisse واحد le débit sanitaire, donc je régule l'écoulement في الcours. هادو كلهم c'est des rôles ديال les barrages. D'accord. Donc هاد المنشآت كاينه. Bien sûr, des situations comme ça, on l'a déjà vécu. En 2010, il y avait des inondations. Il y a des inondations historiques très importantes. Donc c'est une zone qui, on le sait, c'est une zone à risque. Exposée à risque. D'ailleurs, le ministre l'autre jour, il a dit qu'il faut une cartographie des zones inondables, etc. Justement, là, je profite de la présence d'Elsil Hsnaoui pour lui poser deux questions en une. D'abord, est-ce qu'on a aujourd'hui au niveau de la direction d'hydraulique une cartographie des zones à risque? Et deuxième question, quelles sont les mesures préventives qui sont prises avant que des épisodes pluviométriques intenses ne se produisent pour limiter le risque شوية على les zones impactées? Tout à fait. بطبيعة الحال فيه قانون الماء 36/15 اللي كينص على إنجاز خرائط تأثير من الفيضانات. هاد الخرائط راهم في طور الانجاز, لان باش pour couvrir كاع لونسومبل ديال المغرب راه سا دوموند وتقنيه يعني كبيره بزاف, ما يعني دي طون دو كالكول ايتترا, ولكن راه في طور الانجاز بطبيعه الحال. عندك شي ايدي على امتى تكون واجده هاد لا كارتوغرافي؟ لا, هو واجب والمسؤوليه معطيه لوكاله الاحواض المائيه اللي هما تحت يعني الاماره ديال تقريبا وزاره التجهيز والماء بطبيعه الحال, باش ينجزوا هاد الخرائط ديال التاثير على الفيضانات او الهشاشه الفيضانات. راهم في طور الانجاز. غير بطبيعه الحال ما نساوش بان السدود راه يعني دارت واحد الوقايه ديال دوك الفيضانات. راه لو كان ما كانش هاد المخازن, راه الفيضان ماشي غير القصر الكبير اللي غيمشي, راه مشى كل شيء. توت لا زون اللي قال عليها ماريكا جوز راه مشات بطبيعه الحال. ولكن لحسن الحظ كاين السد ديال السدود لعبوا دور ديجا في الوقايه من الفيضانات. دابا كان يعني خرائط مكمله بطبيعه الحال لما يحدث يعني من بعد السدود بطبيعه الحال, لان باقي المناطق كبيره معرضه للفيضانات, منه منطقه سبو كذلك ومنطقه يعني القصر الكبير الى غير ذلك باقي معرضين للفيضان. وغادي يخرجوا في الخرائط وغادي يخرجوا برامج اللي كنسميوهم ديال الوقايه او الحد من الفيضانات. وهذوك البرامج راه بطبيعه الحال هما استثمارات اللي خصهم يداروا بطبيعه الحال الوقايه من هذه من جهه اخرى. ما نساوش بان يعني البلاد دايره لجان اليقظه والتنسيق. الوغ هاد لجان اليقظه والتنسيق كان اللجنه الوطنيه اللي هي يعني كتكون في وزاره الداخليه تحت اشراف وزاره الداخليه, اللي مكونه من جميع المكونات ديال بطبيعه الحال اللي عندهم علاقه مع الفيضانات, جميع الوزارات جميع المؤسسات الى غير ذلك, وتحت اشراف وزاره الداخليه. وكاين لجان جهويه تحت يعني رئاسه الساده الولاة, وفي الاقاليم كذلك تحت رئاسه الساده العمال اللي كيشتغلوا باستمرار. وهادو كيجيونا المعطيات الآنية في أي مكان في المغرب. من هذا المنبر ديال ميديا 24 جو سالو زعما le travail qui est fait, que ce soit au niveau de la direction de l'hydraulique, واخا il est pas très connu auprès de l'opinion publique, on en a parlé juste avant le début de l'émission. Il y a aussi un effort de communication à faire. Les agents d'autorité ديال la protection civile في القصر الكبير qui veillent à ce que واخا la situation elle est critique, mais au moins qu'il n'y ait pas de pertes humaines
et les pertes matérielles, mais chez Mouchkir, كلشي كيتعوض. Le dernier mot, c'est Fouad Amraoui, peut-être une sorte de conclusion par rapport à l'épisode que nous vivons. Est-ce que ça doit nous servir aussi de leçon pour les prochains épisodes climatiques? كاين واحد لو تيرم ما جبدناش اليوم هو لي شونجمون كليماتيك. Oui. Alors je parle de plus de dérèglement climatique المهم que de changement ou de réchauffement climatique, parce que ما كاينش le réchauffement climatique. دابا ولينا il faut qu'on gère la sécheresse, Oui. avoir de l'eau pour l'eau potable, pour les gaz, etc. Mais il faut qu'on gère aussi d'abord l'abondance. احنا شفنا في septembre 2024 le sud-est du pays, la région Tinghir, وداكشي, il y a eu des inondations زعما catastrophiques. 2014, c'est en 2014. لا il y a un an et demi. D'accord. Il y avait des pluies torrentielles تمايا. On a eu Asfi. Oui. On a eu Asfi il y a quelques mois. Là, nous avons le nord du Maroc. Donc, la donne, il faut vraiment travailler dessus pour gérer les risques liés à l'abondance de l'eau. Alors, j'espère que cet épisode climatique, pluviométrique, justement, va nous servir de leçon pour... il y a quand même parfois des erreurs ou des ajustements à faire. Oui. De les rectifier pour qu'on soit prêt à l'avenir. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. On a appris plein de choses. Merci si Moulay Driss Hasnaoui. Vous êtes chargé de mission au niveau de la direction générale de l'hydraulique. تابعة لوزارة التجهيز والماء. شكرا ومرحبا بك معنا وقتنا بغيتي في ميديا 24. Fouad Amraoui, professeur chercheur d'hydrologie à l'université Hassan II de Casablanca. C'est toujours un plaisir. ومرحبا بك وقتنا بغيتي في ميديا 24. Merci. Nous, on reste ensemble pour la suite et la fin de cette émission. On va parler politique dans un instant avec Aziz Bousta. Tout de suite. Suite et fin du 12-13, toujours sur Média 24 et toujours avec Aziz Bousta qui revient comme par magie dans le studio pour sa chronique politique hebdomadaire. C'est l'heure de l'œil de Aziz Bousta. Alors Aziz, cette semaine, ton œil s'est porté sur les conseils nationaux des partis politiques de la majorité et précisément les membres de ces conseils nationaux. Alors, qui sont ces gens-là et à quoi ils servent concrètement? Alors, Adil, ils se réunissent, leurs voix s'unissent, leurs discours heureux fleurissent et les grands desseins pour le Maroc s'enrichissent. Puis ils s'en vont. Comme ils étaient venus, exactement comme ils étaient venus. Peut-être avec 1 ou 2 numéros de téléphone de gens qu'ils auront croisés à l'occasion, mais bon, rien de plus. Ce sont les membres des conseils nationaux des 3 partis formant la majorité, RN, IPAM et Istiqlal, dans l'ordre. Et les conseils nationaux, comme ils se plaisent à le dire, comme ils s'autoproclament eux-mêmes, sont les parlements internes de ces formations. La comparaison n'est guère élogieuse, car quand on sait comment fonctionne le parlement principal, ou la centrale, ou la nationale, ou la vitale, comme tu voudras, on prend la mesure de ce à quoi servent vraiment les conseils nationaux et les parlements de partis. Je te laisse répondre. Alors, on fait des prolégomènes. Dans les temps anciens, pas si anciens, mais anciens quand même, les conseils nationaux se réunissaient avec des ordres du jour précis et des questions encore plus précises du type est-ce qu'on participe ou non au gouvernement? Est-ce qu'on quitte ou non le gouvernement? Est-ce qu'on laisse la direction en place ou pas? Et les partis qui ont eu les conseils nationaux les plus houleux sont l'Istiqlal, l'USFP et le PJD. Question, pourquoi le PAM et le RENI ne sont pas concernés? Pourquoi nous sommes consternés par eux? La réponse est dans leur acte de naissance qui empêche tout acte de contestation, surtout au RNI. D'accord, Aziz, mais concrètement, sur quoi ont débouché les conseils nationaux des 3 partis de la majorité qui se sont tenus ces derniers jours? J'y viens, Aziz, j'y venais. C'est ça la question à la base. D'accord, ça marche. Alors, dernièrement, les 3 partis ont réuni leurs conseils nationaux, tu le sais. Le premier était l'Istiqlal, dont le Parlement s'est rassemblé le 29, le Parlement entre guillemets, bien sûr, s'est rassemblé le 29 novembre dernier. De quoi ont-ils parlé? Du Sahara marocain, c'est évident. De la Palestine, c'était prévisible. De l'État social, c'est convenu. Et de 2 ou 3 autres trucs. L'Istiqlal a même fait ce qu'il fait de mieux, même en atténué. C'est-à-dire, faire de la politique, un pied dedans, un pied dehors. Bien entendu, la majorité. Rien de bien nouveau de la cuisine istiqlalienne que ne comprennent que les istiqlaliens. Et puis, il y a eu le RN et son Parlement. Entre guillemets. Son conseil national réuni le 10 janvier
dernier. Au départ, tout se passait bien. Il était même question de prolonger le mandat des structures du parti, d'y aller, ce qui est absolument normal pour un parti aux commandes qui pense avoir réussi et qui veut rempiler. Sauf que le lendemain, le président Aziz Akhannouch décide de jeter l'éponge, annonçant même un congrès extraordinaire et même la date. Coup de théâtre, comme le RNI ne nous y avait pas vraiment habitués. C'était la surprise du chef. C'était la surprise du chef. Le chef du gouvernement, le chef du RNI, le chef d'Aqua, le chef d'un tas de choses. Enfin, ce week-end a eu lieu le Conseil national du PAM. Fait étrange, très étrange, il semble pas avoir été repris par la MAP. Tiens, d'ailleurs, c'est un anagramme. MAP, PAM. Ah oui, PAM, MAP. Ouais, PAM, MAP. Ce qui signifie donc que ce Conseil national n'était pas un événement ni même une info. En effet, les PAMistes ont fait du PAM et sa chef pas très incontesté a fait du Mansouré, beaucoup d'assurance et de gouaille exprimé dans un fort et très agréable accent de Marrakech. C'est le Marrakchi qui parle. Marrakchi qui est sensible à... Oui, mais tout ça, ça fait pas une grande politique. Oui, et ça c'est pour la forme, Aziz. Mais j'imagine qu'ils se sont bien dit des choses intéressantes dans ces conseils nationaux. Alors, il faut que tu saches, mon cher Aziz, ce serait une omission coupable de ta part que de l'ignorer. Les grands-messes de nos partis se passent à huis clos. Ils doivent en effet se dire des choses tellement importantes qu'ils préfèrent le faire à l'abri des yeux et des oreilles indélicates ou au moins indiscrètes, c'est-à-dire celles du bon peuple, à travers les médias. Après, ce sont les habituelles conférences de presse taillées à la langue de bois, taillées à la tronçonneuse, sauf pour le RNI. En effet, les chairs bleues nous ont fait la surprise de l'année, on en parlait. Si Aziz Akhannouch démissionne, demandant même qu'on ne le supplie pas de rester. Il part, c'est tout. Depuis, tous ceux qui s'intéressent encore à la politique dans ce pays, ne parlent que de ça. Et puis le PAM, lui, il a tenu sa réunion du conseil le week-end dernier, et de ses agapes sont sorties plein de choses. En réalité, il n'en est ressorti qu'une seule idée une idée forte, déclinée de plusieurs façons différentes. On veut diriger le gouvernement du mondial, notre parti sera le premier aux élections, nous aspirons à arriver en tête du scrutin, et c'est normal encore une fois. Voilà pour le RNI et le PAM, deux partis qui, quand même, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, ont au moins l'élégance de tenir leurs instances dans les temps. Si au RNI, il n'y a pas suspense, même si toutefois il y en a eu, au PAM, c'est l'inverse. Il y en a toujours, parfois même des empoignades. Et les deux partis respectent leur délai, redisons-le. C'est pas le cas du parti de l'Istiqlal, par exemple? C'est pas le cas du parti de l'Istiqlal ou l'Istiqlal, donc, malgré le retard qu'il a au Congrès, au Conseil national, à la formation du comité exécutif, la maison ne s'interroge nullement sur sa gouvernance et même ronronne d'aisance et d'assurance. Le Conseil national tenu fin novembre a réitéré, comme les autres partis de la majorité, cette vérité. Le parti de l'Istiqlal n'a jamais caché sa volonté de remporter le scrutin et de diriger le prochain exécutif. Voilà, c'est dit. Donc, résultat, les trois partis assurent vouloir prendre la première place au scrutin d'été prochain. Mais rien, absolument rien n'indique que ces partis seront en compétition dans quelques mois. Chacun, dans son extrême élégance et courtoisie politique, trouve une explication. Le pays parle de parti responsable, qui reste en place jusqu'à la fin. Le PAM ne reniera pas son choix d'avoir intégré la majorité. Et le RNI se félicite de la cohésion de la majorité. Ce qui est bien que le RNI, c'est qu'il se félicite toujours. Et ouais. Alors, ces trois-là viennent d'affirmer à travers leur parlement respectifs qu'ils vont tout aussi bien aller aux élections avec l'intention de gagner, qu'ils ne quitteront pas la majorité parce qu'ils sont sérieux et responsables. Mais ça, on est habitué au Maroc. Alors, le Maghreb, justement, est le seul pays, peut-être le seul pays au monde où des partis, alors, accroche-toi, où des partis politiques réussissent la performance de se trouver dans le même gouvernement, d'y siéger en bonne intelligence avec les autres, tout en envisageant d'aller séparément aux élections, chacun endossant le bilan des autres, mais entrant en compétition avec eux. Même au Maroc, cette configuration est inédite. On verra bien ce qu'en pensera le bon peuple évoqué plus haut. Cela étant, et je termine là-dessus, le RNI, devant élire un nouveau président peu connu et très novice à ce niveau, et le PAM ayant plusieurs chefs, seul le parti des l'Istiqlal paraît cohérent et avec quelques chances de ne pas être tout à fait inaudible face au fameux bon peuple qui, face à tout ça, a le tournis et attend tout le monde au tournant. C'était l'œil de Aziz Bousta, une énième tentative de prouver à ceux qui ont encore un doute qu'il ne fait pas partie du parti de l'Istiqlal. Bien tenté. Je suis un sympathisant du parti de l'Istiqlal. Je veux pas te dire pour qui je vais voter, mais bon, c'est vrai que bon, il y a une histoire et puis on a grandi avec ce parti. Oui, surtout ça un ne nom. veut pas dire qu'il est, oui, bah le nom aussi. Ça ne veut pas dire qu'il est exempt de toute critique. Tous les partis peuvent être critiqués, mais j'arrêterai là. Sinon, tu vas me dire encore que je fais la campagne électorale du parti d'Israël, ce qui est tout à fait faux. Non, pas du tout. Il est justement critiquable, notamment sur la question du non-respect des délais de certaines procédures. Nizar Baraka, en fait, aura eu 3 mandats. Ouais. Parce qu'il a fait un premier mandat de 7 ans,
sachant que le mandat en général c'est 4 ans. Hmm. Donc en fait, il a grappillé à bas bruit un petit mandat en passant. On va continuer de parler politique avec toi et avec des hommes et des femmes politiques qui, Moi, on j'aime beaucoup l'espère, parler politique. qui on l'espère vont venir sur ce plateau pour Le problème, c'est qu'ils pour n'aiment pas parler. trop. Eh ben c'est ça le Ils n'aiment problème, pas trop débattre. mais ils devront Ils le sont faire très parce que polis. les élections c'est dans quelques mois. On dirait pas. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Aziz, à la semaine prochaine, le Merci, 12-13 Aziz. de Média 24. C'est tous les jeudis entre midi et 13h sur Média 24, sur le journal Média 24 et sur la chaîne YouTube de Média 24. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de semaine et à jeudi prochain.